Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Ensemble, c'est mieux, votre nouvelle émission. On espère que vous êtes en forme et que l'épidémie de grippe qui sévit actuellement dans notre région vous a épargné. Savez-vous à ce propos qu'il est toujours temps de vous faire vacciner? Et d'ailleurs, le vaccin est-il 100% efficace? Eh bien, nous vous donnerons la réponse dans un instant. Smile avec 2 i, est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est le nom de la plateforme collaborative née à Saint-Malo. Son fondateur David Rouxel parle de réseau d'entraide entre voisins. Un réseau qui prend de l'importance puisqu'il compte aujourd'hui 400 000 utilisateurs, rien que ça. Nous nous pencherons aussi sur une formation au métier de gardien d'immeuble pilotée par l'école de proximité inaugurée en décembre dernier à Rennes par Archipel Habitat. Une reconnaissance pour une profession qui crée du lien. Nous donnerons aussi un coup de pouce à 2 Bretonnes en recherche de financement participatif sur la plateforme Kengo, 2 jeunes femmes auteurs d'une mini-série en langue bretonne. Et puis, retour également sur l'aventure d'un magazine d'ici, lancé il y a 1 an et demi. Ils étaient venus nous le présenter, justement grâce au financement participatif. Nous verrons comment se porte cette revue depuis sa création. Enfin, nous parlerons d'éducation. Si l'orientation post-bac s'apparente à un casse-tête pour vos enfants et vos petits-enfants, pas de panique. Nous ferons un zoom sur le salon de l'étudiant qui se tient dès jeudi à Rennes. Nous prendrons un peu d'avance en ce mardi. Voilà pour le menu du jour. Bonjour à tous. Ma chère Catherine, qu'attendez-vous de cette émission? Bonjour. Qui parlera entre autres du vaccin? Ah oui, le vaccin, mais ça tombe très bien parce que je vais vous parler de mesures de prophylaxie, c'est-à-dire de mesures de prophylaxie. Alors, traduction c'est mesures de prévention de la propagation et de l'apparition de certaines maladies. Et notamment, j'en profite, désolée Laurence, pour passer un message personnel aux gens qui crachent. Les gens qui mollardent, les gens qui font des petits glavios, les glaouis, appelons-le comme vous le souhaitez, des films de Claire, vous savez, qui apparaissent dans la rue. Évitez de le faire, ça permet d'éviter l'apparition aussi de maladies, en plus d'être pas très classieux. Voilà, ça c'est une mesure. Après le reste, je vais laisser les experts en parler. On peut encore se faire la bise ou pas? Oui, on va en parler de proximité tout à l'heure. D'accord, la proximité, justement, c'est l'objet de cette émission, c'est la vôtre. Posez-nous toutes vos questions, nous y répondrons chaque jour. Pour cela, rien de plus simple. Vous allez sur la page Facebook Ensemble c'est mieux, ou alors vous nous écrivez un petit mail à bretagne@ensemblec'estmieux.fr. Sinon, dernière solution, un petit coup de fil au 0805 383 383. Aujourd'hui, c'est Pascal qui nous a interpellés. Eh bien, un selfie, on va l'écouter tout de suite et on répond à sa question juste après. Oui, bonjour, je m'appelle Monsieur Leclerc Pascal, j'habite à Brest. J'ai les bronches très fragiles, je me suis fait vacciner contre la grippe. J'aimerais savoir quels sont les risques que je l'attrape de nouveau. Merci beaucoup, ensemble c'est mieux. Alors, le vaccin contre la grippe est-il 100% efficace? On va répondre à votre question, Pascal, et à bien d'autres encore, les questions que vous vous posez sur la grippe. Nous sommes allés à la rencontre d'un médecin généraliste, Thierry Labarthe. C'est Karl Brozek qui l'a rencontré dans son cabinet, près de Rennes. On l'écoute. Bonjour, docteur Labarthe, vous êtes médecin généraliste à Chantepie et aujourd'hui nous allons parler de la grippe et du vaccin contre la grippe. Alors ce fameux vaccin contre la grippe, c'est important et pourquoi? Alors ce vaccin est extrêmement important parce qu'il protège les personnes les plus fragiles, les pathologies chroniques, les gens de plus de 65 ans et puis les femmes enceintes. Voilà les grandes cibles aujourd'hui de cette vaccination grippale. Il y a donc tous les ans une campagne de vaccination. Elle commence à quel moment et s'arrête à quel moment, cette campagne? Alors, généralement, les patients reçoivent des bons, ce qu'ils appellent des bons de prescription pour passer à la pharmacie dès le début octobre, fin septembre, début octobre. On sait que cette vaccination, elle couvre à peu près 6 à 9 mois. D'où l'intérêt de se vacciner assez tôt et de ne pas attendre la fin de la période. On sait qu'il faut à peu près 10 à 15 jours pour immuniser les patients. Donc vous voyez, on sait que début décembre, les premières grippes peuvent arriver. Donc ça laisse tout le champ libre pour tout l'hiver et limite le début du printemps pour être immunisé. La grippe, ça cause forcément des dégâts. Quels sont les risques les plus importants quand on attrape la grippe? Alors je crois d'abord il y a les risques mortels chez les patients les plus fragiles. La grippe fait mourir encore. On meurt encore de la grippe aujourd'hui en France? Ces dernières années, entre 12 et 14 000 morts liés directement ou indirectement par des décompensations de maladies chroniques, mais à peu près 2500 morts par an de la grippe. Donc oui, on meurt encore en France de la grippe. Par contre, moi je crois ce que je dis souvent, c'est que les patients les plus fragiles ont des patients âgés en l'occurrence qui peuvent être autonomes chez eux. Quand on a 88 ans et qu'on se retrouve 3 semaines alité, on part de la masse musculaire, on se retrouve fatigué, on a moins d'appétit, on risque la fracture et c'est souvent la porte d'entrée dans
une perte de l'autonomie, et ça, je crois que les gens, ça les touche énormément. Les femmes enceintes, ce sont souvent des formes graves de grippe avec des détresses respiratoires, hein, donc avec un risque pour la femme et évidemment pour le fœtus, d'où cette cible aussi prioritaire de vaccination. Sur ces campagnes-là, on sait à peu près combien de gens se font vacciner tous les ans ? Alors personnellement, moi, je n'aurais pas les chiffres, mais là, vous avez vu, cette campagne 2018 a vu la rupture de stock des vaccins grippaux, je crois par aussi des messages grand public et puis des professionnels de santé qui se sont aussi massivement engagés, les infirmiers, les médecins et les pharmaciens qui sont vraiment au premier plan pour ces missions de santé publique. Parce qu'on sait très bien que ce vaccin, même s'il n'est pas parfait, il a des imperfections, on sait qu'il a quand même un taux de bénéfice énorme par rapport au moins ces morts évitées et ces nombreux passages aux urgences. Vous parliez d'un vaccin qui n'est pas parfait. Est-ce qu'on peut revenir sur le côté justement imparfait ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors ça, c'est un des problèmes de la grippe, c'est que le vaccin grippal fonctionne à peu près à 60-70%. Donc, avec quand même, pour les études, cela a montré une diminution des formes très graves. Donc c'est ça qui est important. Donc même si on peut faire une forme atténuée, on peut attraper la grippe de façon atténuée pour les patients les plus fragiles, mais on évite les cas mortels ou les formes gravissimes. Par contre, si déjà 70% des grippes sont évitées et non pas 100% des patients vaccinés, c'est évidemment 70% de gens qui ne retransmettent pas eux-mêmes, car on sait que c'est une maladie extrêmement contagieuse. Et puis on sait qu'il y a énormément de passages aux urgences. Je crois qu'il y a à peu près 100 000 passages aux urgences par an, au-delà de nos cabinets médicaux, mais les urgences, c'est toujours aussi ce qui parle beaucoup. Et si on élimine déjà 60 ou 70% des passages aux urgences liés à la grippe, vous imaginez le bénéfice pour nos collègues hospitaliers des urgences. Bien sûr. À ce propos, nous avons une question d'un téléspectateur, c'est Pascal de Brest, qui nous demande si, malgré le fait qu'il se soit fait vacciner, il peut quand même tomber malade de la grippe. Alors d'abord, on peut féliciter Pascal de s'être fait vacciner pour X raisons, mais pour une raison personnelle. J'ai aussi beaucoup d'étudiants moi, qui se vaccinent parce qu'ils ne veulent surtout pas louper leur partiel ou parce qu'ils partent en concours, etc. Voilà. Donc Pascal, eh bien oui, il peut attraper le virus grippal parce que même vacciné, comme je viens de le dire, le vaccin fonctionne à 60-70%. Il a surtout une grande probabilité de ne pas faire de grippe gravissime, mais il a là surtout 70% de chance de ne pas attraper la grippe. Très bien, merci Thierry pour ces précisions sur le vaccin contre la grippe. Et puis on retrouve tout de suite en plateau Laurence. À vous Laurence. Merci Karl. Voilà, alors Pascal, j'espère que nous avons répondu à votre interrogation. Sachez de vous, si vous ne vous êtes pas fait vacciner, vous autres, eh bien écoutez, il est encore temps de le faire. L'épidémie de grippe qui a commencé il y a 3 semaines est toujours en cours et ne cesse de progresser en Bretagne. Catherine, est-ce que vous vous êtes fait vacciner? Non. Non? Et autour de ce plateau, Johan? C'est prévu. C'est prévu. Isabelle? Vous l'avez déjà vu? Patrice? Non, pas de vaccin. Pas de vaccin. Bon, vous comptez le faire? Sans doute. Bon. Eh bien, écoutez, la solution, c'est peut-être d'éviter 30 à 40% des postillons des gens à qui on parle, ou rester chez soi 30 à 40% du temps. Je ne sais pas. Mais oui, bonne idée, le vaccin, quand même. Allez, le vaccin reste, selon l'ARS, l'Agence régionale de santé, le meilleur moyen de se protéger. Mais est-ce que vous savez comment ça fonctionne, un vaccin, finalement? Quel est le principe du vaccin? Vous savez pas? Pas vraiment, non. Pas vraiment? Eh bien, écoutez, on va tout de suite voir la réponse en images. Alors, c'est quoi un vaccin? Le mot vaccin vient du latin vacca, qui signifie la vache. Bon, alors, quel rapport avec nous les hommes? Eh bien, pour comprendre, il faut parler du médecin de campagne anglais Edward Jenner. Car à la fin du XVIIIe siècle, c'est lui qui a compris qu'en introduisant le virus de la variole des vaches, appelé la vaccine, dans le corps d'un petit garçon, eh bien, ça l'immunisait. C'est donc à lui qu'on doit le principe de la vaccination. Bravo Edward! Petite piqûre de rappel, en France, c'est à Louis Pasteur que l'on doit la découverte du vaccin contre la rage, en 1885. Bref, quand on est malade, notre corps produit des anticorps pour réagir contre la maladie et nous permettre de la surmonter. Eh bien, la vaccination, c'est le même principe, mais en agissant en prévention de la maladie. Étape numéro 1, on prend un microbe tué ou affaibli qu'on modifie en laboratoire. Étape numéro 2, on l'introduit dans l'organisme sous forme de liquide par voie veineuse. Étape numéro 3, le corps réagit, lutte et apprend à se défendre contre le microbe en question, comme s'il était vraiment infecté. Grâce au vaccin, le corps développe son immunité et devient résistant à la maladie. Et même si la vaccination est une grande avancée en matière de santé, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Elle est parfois accompagnée de gonflements, de douleurs et même d'une montée de fièvre.
Et oui, parfois il faut savoir souffrir pour aller mieux ensuite. Alors voilà, vous savez tout maintenant sur le fonctionnement du vaccin. Alors il y a ceux qui sont vaccinés contre l'école et puis il y a ceux qui poursuivent leurs études. On va maintenant parler d'éducation avec Johan Fleuriel. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes responsable des salons de l'étudiant pour la région Ouest et plus précisément commissaire du salon du lycéen et de l'étudiant qui s'ouvre ce jeudi à Rennes. Johan, est-ce que la plateforme Parcoursup va encore faire parler d'elle pour cette nouvelle édition du salon? Parce que l'année dernière, il faut bien reconnaître que c'était dans toutes les têtes. Alors c'était la grande annonce l'an dernier, effectivement. Juste au moment du salon de Rennes, on avait annoncé le nom Parcoursup qui était officiel. Donc forcément, ça a fait parler parce que c'était un changement de système par rapport à l'ex-APB. Ça va forcément encore faire parler cette année parce que Parcoursup évolue légèrement par rapport à l'an dernier. Il y a eu quelques améliorations de fait, notamment au niveau du calendrier. Et ça continuera de faire parler parce que la plupart des jeunes vont passer de toute façon par Parcoursup maintenant et encore après pour s'orienter. Donc voilà, Parcoursup, c'est un process, c'est effectivement une plateforme pour faire ses vœux. C'est pas Parcoursup qui va faire votre orientation, c'est juste un outil. C'est un outil, voilà. Alors, pour être très concret, est-ce qu'il y a de bonnes questions à se poser pour ne pas louper sa première année d'études supérieures? Alors déjà, pour ne pas louper sa première année d'études supérieures, il faut avoir bien choisi dans quelles études on a été. La meilleure façon d'optimiser ses chances, c'est quand même, et on le répète assez souvent aux jeunes, c'est-à-dire qu'au-delà de choisir l'étude, il y a aussi un projet de vie derrière, il y a aussi le passage à l'âge adulte, à l'autonomie. Et on peut commencer à se poser des questions très tôt, même dès la première, sur qu'est-ce que j'aime, dans quoi je suis bon, dans quoi je me projette dans l'avenir. Et ensuite, les études supérieures étant extrêmement riches, on trouvera forcément la voie qui nous correspond. On pourra changer aussi en cours de route, mais en tout cas, faire ce choix sereinement, c'est très important. Est-ce qu'un emploi à la clé, c'est aujourd'hui un critère pour choisir sa filière? Alors, il y a beaucoup, effectivement, de gens qui le prennent par ce bout-là. Si on a une passion pour un métier manuel, par exemple, effectivement, ce métier recrute. Bon, il n'y a aucune raison de ne pas se plonger dedans complètement. Maintenant, il faut quand même être vigilant parce que les métiers qui recrutent maintenant ne sont pas forcément ceux qui recruteront dans 3 à 5 ans, même s'il y a de la prospective qui est faite à ce niveau-là. Et on a quand même beaucoup plus de chances de trouver un métier, de choisir un métier lorsque c'est un métier dans lequel on s'est investi et lorsqu'on a réussi ses études. Et pour les réussir, je reviens à ce que je disais précédemment, il faut aimer ce qu'on fait. On s'investit beaucoup plus. Et puis après, quand on aime ce qu'on fait, on découvre tout un panel de métiers. Et dans ce panel, il y en a forcément qui embauchent. Donc rien n'est figé, ça c'est important de le dire. Voilà. Est-ce qu'il y a des filières d'avenir en Bretagne aujourd'hui? Est-ce qu'on peut vraiment parler de certains secteurs qui recrutent vraiment? Oui, alors déjà de façon générale, le Grand Ouest et la Bretagne en particulier, on a cette chance-là d'avoir quand même un modèle économique assez performant avec un taux de chômage qui est très en dessous de la moyenne nationale et vraiment des opportunités pour les jeunes. Et effectivement, dans tous les métiers, notamment de la recherche agroalimentaire, dans les télécoms, alors c'est un bassin historique sur la Bretagne, tous les métiers liés à la mer, c'est extrêmement large au niveau de l'industrie, du pétrolier, du portuaire, etc. Il y a énormément de choses. Et puis tous les nouveaux métiers du numérique qui émergent partout, et notamment en Bretagne. Alors un salon, souvent on dit que ça permet de prendre un peu l'air du temps. Là, c'est sur l'emploi. La tendance en ce moment, qu'est-ce que c'est? C'est des études dans quel domaine en particulier? Alors, comme je le disais, tous les métiers du numérique, effectivement, c'est une tendance nationale alors, qui se retrouve effectivement en train, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'écoles et puis beaucoup de filières d'emploi derrière au niveau du numérique. Tous les métiers d'aide à la personne, c'est aussi une tendance nationale, on le retrouve également ici. Et on voit, et on s'en félicite depuis quelques années, un regain d'intérêt vers les écoles d'ingénieurs. Enfin, on voit en tout cas sur les salons qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui vont regarder les écoles d'ingénieurs qui pouvaient paraître des fois un peu élitistes, un peu sélectives. Elles sont maintenant extrêmement variées, extrêmement spécialisées, donc il y en a pour tout le monde. Et notamment des filles. Et notamment des filles. Et, voilà, et on insiste vraiment là-dessus parce que la parité, c'est vraiment un des enjeux effectivement de l'avenir. Au niveau de l'enseignement supérieur, on invite vraiment les filles, on ne les oblige pas à faire des écoles d'ingénieurs, bien au contraire, mais on les invite quand même à être curieuses, parce que ce n'est pas parce que vous êtes une fille ou un garçon, parce que vous avez tel et tel parcours que des filières ne vous sont pas ouvertes. Il y a beaucoup de réussite dans les écoles d'ingénieurs pour les filles, il y a des parcours d'excellence, il y a des exemples par milliers. Donc on invite les jeunes, les filles qui sont intéressées par ça, à aller se renseigner, à être curieuses et à se rendre reçues à bras ouverts. Voilà. Est-ce qu'il fait toujours bon étudier à Rennes? Je sais qu'elle est plutôt bien classée. Oui, toujours. On fait depuis pas mal d'années un palmarès des villes étudiantes dans lesquelles il fait bon étudier, qui reprend énormément de critères. Rennes est toujours dans le top 5 des villes dans lesquelles il fait bon étudier, dans les catégories métropole. Donc c'est vraiment une valeur sûre pour être étudiant. Et on invite les jeunes de partout en France à venir se renseigner sur les études à Rennes. C'est une ville qui est effectivement très attractive. Et on a la chance cette année d'avoir la ville de Rennes qui est présente avec un stand sur le salon pour justement parler aux jeunes et aux parents de qu'est-ce que c'est la vie étudiante à Rennes, quels sont quid des sorties culturelles, de l'engagement associatif, des sports, des loisirs, etc. Et voilà, ça permet de préparer ce passage à l'âge adulte de façon éclairée.
Alors, les parents sont de plus en plus présents sur votre salon. Ça, c'est vraiment une grosse tendance Alors également. oui, c'est une tendance partout, alors, à Rennes également. Ouais. On était il y a quelques années à 10-15% de parents sur les salons. Maintenant, c'est entre 30 et 35%, donc c'est quasiment un tiers du visitorat qui est présent sur les salons. C'est très très bien. C'est un signe de quoi? D'inquiétude? C'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle finalement? Alors, un signe d'inquiétude, ça a toujours été le cas. Maintenant, alors pour schématiser, on était avant dans un modèle où, alors je schématise beaucoup, mais il y a quelques années, où en gros on accompagnait son enfant jusqu'au bac, et puis ensuite, fais ta vie, voilà, t'es adulte. Maintenant, on sait qu'il y a quand même des enjeux effectivement d'emploi. Ces jeunes-là, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut payer les études. Donc les parents ont des questions propres aux parents et ils s'investissent dans ces choix-là. C'est très important parce que ça permet aussi d'avoir des discussions en famille avec son enfant et de lui poser les questions. Dans quoi tu te projettes, qu'est-ce que tu aimes, et pour les parents de ne pas projeter des angoisses sur leurs enfants qui auront déjà bien assez d'angoisse à la fin de l'année avec leurs choix à faire. Voilà. Merci beaucoup Johan, et on rappelle que le salon de l'étudiant se tient sur 3 jours, jeudi, vendredi et samedi au Parc Exposition de Rennes. On va maintenant se tourner vers Patrice Payen. Je ne sais pas si vous êtes le gardien de l'avenir de nos enfants, mais en tout cas, vous êtes un gardien d'immeuble expérimenté. Depuis quand exercez-vous ce métier, Patrice? Alors, pour l'organisme actuel Archipel Habitat, depuis 23 ans. Depuis 23 ans. Donc 23 ans, c'est vraiment une passion d'exercer ce métier. Métier plein de surprises, de bonheur au quotidien. Au quotidien. L'esprit tout le temps de servir, vraiment c'est très très important. Pour moi, c'était parfaitement ce qu'il me fallait. Vous trouvez que le métier a évolué en quelques années par rapport à vos... Oui, moi je suis arrivé en 1996, depuis le métier a évolué. Je suis un petit peu autodidacte aujourd'hui, on va vers d'autres formations de bonne qualité forcément, mais le matériel a changé, les gens, la vie, la société a changé. Vous êtes un peu le gardien des petites histoires de l'immeuble. Oui. Vous avez une anecdote à nous donner, peut-être, qui vous a marqué en 23 ans? Pas vraiment une anecdote, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vous expliquer, notre métier, nous sommes beaucoup, très présents sur le terrain, nous occupons l'espace vraiment. Moi, au quotidien, déjà de 8h à 17h, mais ensuite, nous avons un relais téléphonique pour les urgences. Donc, on est H24, 7 sur 7. Et effectivement, il m'est arrivé, dans le cas d'une urgence, par exemple, sur une astreinte, d'avoir quelqu'un qui m'appelait pour me demander si je pouvais lui appeler un taxi pour rentrer. Donc, nous n'étions pas tout à fait dans l'archipel urgence que nous pensions mettre en place. Je lui ai expliqué, il a bien compris. Mais bon, voilà. Alors, à côté de vous, il y a Isabelle, Jeanne. Bonjour. Vous êtes apprentie gardienne, bonjour, ou plutôt agent de proximité. Hein. C'est en formation, voilà. On va parler justement de cette formation que vous faites actuellement. C'est une reconversion dans votre cours, pour moi. Dans votre cas? Une reconversion réfléchie. J'étais dans la restauration avant, j'en ai fait 26 ans. Comme tous les 3-4 ans, en général, voire 5 ans, les patrons de commerce en fait vendent, et en général on est vendu avec. Donc c'est terrible ça, dites donc. Les repreneurs vous reprennent pas en général. Donc j'ai fait ça 26 ans, donc je trouvais ça très bien. Mais à un moment donné, il s'est posé la question aussi de la reconversion, puisqu'il nous trouve un petit peu trop vieilles, sans nous le dire. Alors, en tout cas, vous êtes une jeune étudiante, là, pour le coup. Voilà. Vous faites partie de la première promotion de l'école de proximité qui a été créée par Archipel Habitat à Rennes et inaugurée en décembre dernier. Oui. Et vous suivez une formation pour devenir gardienne. C'est une formation unique en France, hein, puisqu'il n'existe qu'une autre école à Maubeuge. Qu'est-ce qu'on y apprend? Vous êtes une petite promo, 12 étudiants. Oui, voilà, c'est ça. On y apprend quoi? Alors, on y apprend la communication, on y apprend les gestions du conflit, on y apprend le relationnel, on apprend le métier aussi bien technique que pratique. Voilà. Enfin, pour l'instant, ça vient de commencer, donc on est là. C'est une vraie reconnaissance de ce métier. Oui. Patrice, vous en pensez quoi? Parce que vous n'avez pas eu de formation. Non, voilà. J'ai eu ensuite, quand je suis arrivé en 96, c'était l'office public d'HLM de la ville de Rennes, donc j'ai un statut de fonctionnaire. Et il y a eu un terme qui m'a toujours poursuivi et épaté, c'est le terme mission. Et moi, ça, j'y tiens absolument. Je suis toujours en mission, et une mission s'accomplit. Et ensuite, Archipel a pris donc la relève et s'est mis en place des formations utiles, intéressantes, importantes. Même pour moi qui étais, je dis, autodidacte, ça m'a servi dans mon quotidien. Mais le rapport à l'autre, c'est vraiment ce qui fait le plus de ce métier. D'ailleurs, aujourd'hui, vous transmettez votre savoir à Isabelle, qui est en stage avec vous. Oui, alors là, en l'occasion, je fais régulièrement du tutorat.
ou de l'immersion, selon le terme, pour effectivement montrer... Alors, il y a une partie technique, une partie de nettoyage essentielle. L'avantage de ce métier, c'est que lorsque vous effectuez ce travail d'entretien des parties communes, c'est visible immédiatement. Et vous avez la reconnaissance immédiatement. C'est vrai. Et du coup, c'est une source de motivation permanente. Moi, en 23 ans, je suis toujours aussi motivé, toujours la même passion qui m'anime, c'est sûr. Ça se sent. Oui, mais c'est vrai, vraiment. Et puis votre métier, c'est aussi du lien, parce que les gardiens aujourd'hui ne sont plus seulement dédiés aux tâches d'entretien de l'immeuble, hein, ils doivent également savoir gérer, animer le lieu dans lequel ils vivent. C'est essentiel pour vous, ce lien social que vous créez. Essentiel. Je crois qu'on ne pourrait pas continuer nos tâches d'entretien sans cette passion de l'autre, le partage, l'échange, le vivre ensemble. C'est même drôle parce qu'on a un règlement dit intérieur qui en fait est juste un rappel des consignes du bon sens. Donc il est assez facile de régler beaucoup de problèmes avec cet échange, cette discussion, ce partage. Alors, ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que dans cette formation pilotée par Architel Habitat, vous avez sans doute la chance d'avoir une embauche derrière, parce que voilà, Archipel Habitat va renouveler. Non, à la base, c'est pas ça. À la base, c'est plutôt, on a le diplôme vous reconnu avez le diplôme, d'État. Peut-être que vous avez une chance d'être embauché derrière. Par contre, voilà, il y a plusieurs. C'est une formation aussi pour les gardiens d'immeubles en général. Là, ils se spécialisent dans le social. Mais ils nous ont bien dit que c'était pas sûr. La base, c'est le diplôme. La formation, le diplôme déjà. Déjà, avoir ça, et puis après, pouvoir évoluer dans ce métier. Écoutez, c'est beau parce qu'on voit enfin la considération qu'on peut avoir pour ce métier-là. Catherine, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, puis on y met, voilà, c'est des modules d'enseignement dont vous parliez, communication, gestion de conflits relationnels, des choses qui, en fait, comme vous le disiez, Patrice, qui sont du bon sens et puis de l'ordre du rapport humain. En tout cas, moi, je souhaite à tous ces étudiants-là qui vont aller chercher leur avenir sans trop de pression, rassurez-vous, je souhaite à tous les étudiants de trouver le métier qui amène autant de passion que ce que vous venez de nous montrer. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Johan. Merci, Patrice. Merci, Isabelle. On va maintenant se pencher sur un réseau social. Alors, on verra qu'on l'appelle peut-être pas comme ça, mais en tout cas, c'est un réseau collaboratif qui s'appelle Smile, avec 2 i. Il est né à Saint-Malo. On voit tout de suite ça avec Maïlène Villaverde. Bonjour. Ça va? Très bien, et toi? Oui. Il y a quelques semaines, Léna et Léa ne se connaissaient pas encore. Leur première rencontre a été virtuelle. On s'est rencontrés la première fois sur Smile, du coup. Par un échange, j'avais besoin d'un objet et du coup, Léa me l'a prêté. Au cœur de l'hiver, les 2 jeunes femmes ont échangé un appareil à raclette. Aujourd'hui, elles se retrouvent pour un autre échange de services. Donc pour le GIF, tu fais fichier, script. Léna dispense un cours de graphisme, un service qu'elle a proposé gratuitement sur le réseau social Smile, qu'il a mis en relation avec Léa. Pour l'étudiante en communication, originaire de Fougères, ce système lui permet de réviser ses cours tout en rencontrant du monde. Oui. Tu peux. Je suis arrivée ici en septembre, voilà, je connaissais pas grand-chose à ce qui se passe sur Saint-Malo. Donc voilà, c'était surtout pour ça que je me suis inscrite à la base. Et puis j'ai découvert plein de fonctionnalités, des possibilités dessus, donc c'est pour ça que j'y reste et que j'utilise. Depuis, les 2 jeunes femmes sont devenues des adeptes de la plateforme. Moi j'aime bien le principe du partage de services et d'objets, parce que c'est vrai qu'on a tous des objets dont on sert 2-3 fois dans l'année, en l'occurrence là le service à raclette que j'ai prêté à Léna. Donc voilà, ça évite d'acheter des objets quand on s'en sert pas. Et voilà, je trouve que c'est un principe hyper sympa, c'est un réseau social, c'est les gens qui sont près de chez nous, donc voilà, je trouve ça très sympa. Échange d'objets ou de services, diffusion d'informations locales, proposition de covoiturage ou encore offre d'achat groupé, la plateforme Smile, créée à Saint-Malo, a fait de la coopération entre voisins sa raison d'être. Elle s'adresse aux particuliers, mais aussi aux associations, aux collectivités et aux bailleurs sociaux qui cherchent à créer du lien entre habitants. Aujourd'hui, les bailleurs sociaux, par exemple, ou les promoteurs créent des espaces communs dans les projets d'habitat, des jardins partagés, des laveries communes. Mais il n'existe pas de socle numérique qui permette d'articuler tout ça et de dynamiser et de mettre en relation tout le monde. Smile va avoir ce potentiel-là. En un peu plus de 3 ans, la start-up Malouine a réussi à convaincre 400 000 utilisateurs à travers la France. Elle emploie désormais 15 salariés à temps plein. David Rouxel, Justine Morvan et Perrine Bleunven nous ont rejoints. Alors, c'est vraiment
très, très intéressant, cette plateforme collaborative Smile. David Rouxel, vous en êtes le fondateur. C'était il y a 6 mois, le reportage. Et évidemment, tout a changé, tout a évolué, parce que ça va tellement vite dans le domaine des nouvelles technologies. Racontez-nous un petit peu ça. Alors, tout n'a pas changé, tout a évolué. Tout a évolué, effectivement, surtout en temps start-up, les choses bougent rapidement. Mais surtout, ce que je constate, c'est qu'on est dans l'air du temps. Les gens recherchent plus de liens, la possibilité de créer du lien, c'est pas si simple. Pouvoir d'achat également, plus de pouvoir d'achat, mais comment? En collaborant, en mutualisant toutes les ressources que l'on a chez soi. Et surtout, la réduction carbone également. On a aussi un réveil des consciences et les gens veulent réduire l'empreinte carbone, arrêter d'acheter, privilégier plutôt l'usage. Pourquoi acheter du matériel quand c'est pour l'utiliser qu'une fois dans l'année? Eh bien ça, Smile essaie de répondre à ces enjeux sociétaux. Vous êtes donc sur l'échelle du micro-local. C'est une échelle qui était peut-être un peu délaissée par les réseaux sociaux classiques comme Twitter, Facebook, etc. Effectivement, cette hyper-proximité, c'est la clé, je pense. La clé pour créer du lien avec ses voisins qu'on connaît assez peu aujourd'hui. Finalement, comment mieux les connaître? Comment, en un clic, accéder à du matériel à 200 mètres de chez soi? Les GAFA ne sont pas bons pour ça. Alors les GAFA, traduisez-nous. Les GAFA, les Google, les Amazon, les Facebook, les Microsoft, etc. Et finalement, ils sont à l'échelle globale. Nous, on est à l'échelle hyper locale. Je pense que l'hyper local est une réponse, en tout cas, à beaucoup des enjeux auxquels on fait face aujourd'hui. En tout cas, ça plaît parce que vous avez déjà 400 000 utilisateurs, ce qui est impressionnant. C'est peu, Laurence. Oui, nous, l'objectif, c'est de faire un outil vraiment utilisable par tous. Ça, je pense, c'est super important. Smile, on dégaine son smartphone ou on va à la maison, on tape smile.com avec 2 i, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, et on accède, quelle que soit son adresse en France. Alors, si vous êtes en Bretagne, vous avez de la chance, il y a déjà plus de 100 000 Bretons qui partagent aujourd'hui. Donc, on veut quelque chose de très inclusif, très accessible. Et l'objectif, c'est très clair, pour l'équipe, en tout cas, qui est basée à Saint-Malo, c'est d'avoir un outil utilisable par tous les Français. Qui sont vos utilisateurs? Est-ce qu'il y a un profil type, entre guillemets, d'utilisateur de Smile? Alors, Smile n'est pas conçu pour les ultra jeunes. C'est-à-dire qu'en dessous de 18 ans, on n'a pas de contrainte de gestion de budget à la fin du mois, on a moins de possession aussi, donc c'est moins axé pour cette typologie de personnes-là, de cette typologie-là. Par contre, dès qu'on est actif finalement, ou à la retraite, on a du matériel, on a des compétences qu'on a accumulées, on a un savoir-faire, mais finalement, comment aider son prochain, comment donner à disposition de ses voisins du matériel qu'on utilise assez peu, eh bien, on va pouvoir accéder à Smile. Donc, on a du temps aussi, parce qu'il faut un petit peu de temps. Et puis, avoir le réflexe. En fait, c'est ça aussi l'enjeu, c'est avoir le réflexe au quotidien, finalement. L'enjeu, c'est ça, c'est créer ce réflexe. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'innovations qui émergent aujourd'hui, technologiques ou d'usage. Il y a tellement d'applications. Vous imaginez, il y a plusieurs milliers de nouvelles applications tous les mois disponibles sur votre Application Store. Finalement, comment créer ce réflexe? Eh bien, nous, on essaie d'avoir une marque très grand public et d'avoir de la méthode. On travaille notamment avec les bailleurs sociaux. Vous interviewez tout à l'heure Archipel Habitat, partenaire de Smile, eh bien, on va travailler avec ces acteurs-là, l'habitat, les collectivités territoriales, ou les gens qui peuvent se déclarer comme ambassadeurs Smile, finalement, vont pouvoir prêcher la bonne parole et expliquer, mais voilà, on a un outil concret, utilisable au jour le jour. C'est une plateforme gratuite? Comment elle est financée? Elle est plus que gratuite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle surtout d'éthique. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, développer des services grand public et les rendre payants, c'est compliqué. Donc, elle sera gratuite ad vitam aeternam. C'est un engagement de l'équipe. Mais on a aussi un éthique. On était l'un des premiers, en tout cas en France, à dire, nous, la donnée, on la protège. On ne l'exploite pas. Donc, on fait très attention à ça, contrairement au GAFA qu'on a mentionné tout à l'heure. Elle est gratuite. Et grâce à nos partenaires, les collectivités territoriales, les pouvoirs publics, les bailleurs sociaux, les promoteurs immobiliers, finalement, tous ces acteurs-là ont besoin de développer ce mieux vivre ensemble. Comment le créer? Comment réduire l'empreinte carbone? Comment créer du pouvoir d'achat? Très concrètement, c'est aussi par le digital. Et c'est là où nous, on intervient. C'est la mission qu'on s'est donnée. Et je pense qu'on n'est qu'au début. Et d'ailleurs, petit exclu, on travaille même à une offre entreprise. Finalement, à l'échelle des entreprises, eh bien, à France Télévisions, finalement, eh bien, on ne sait pas forcément quelles compétences a son collègue, le covoiturage qu'il peut occasionner, qu'il peut proposer, ou tout le matériel que vous avez à disposition. Eh bien, on a une offre entreprise en cours. Alors, mon petit Smile, ma chère Catherine. Oui, mais c'est très intéressant. Déjà, vous êtes fort parce que vous attaquez au GAFA et tout en direct comme ça. Mais comment on devient ambassadeur?
Ça m'intéresse, parce que moi, c'est les postes de prestige quand même qui m'intéressent. Est-ce qu'on peut devenir ambassadeur Smile alors? Eh bien, vous pouvez si vous adhérez à la charte et aux valeurs. C'est-à-dire vraiment aider son prochain, il y a des disponible, valeurs, il y a une d'accord. petite charte. Okay. Oui, il y a une petite valeur. Bon, si vous voulez le petit badge, quand même, Non, ça va. Avec Smile, le sourire est contagieux. Oui, mais ça marche que par rapport aux émissions sur le vaccin aussi. Mais très bien, très bien. Elle est déjà un petit smiley. Mais 400 000 et une utilisateur et trice. Ça y est, voilà. C'est fait. Je suis convaincue. Pouvoir d'achat, écologie, proximité. Bon, là, je vais avoir un peu plus de mal. C'est qu'il faut parler à des gens, c'est ça? C'est mieux pour quel lien? On va essayer quand même. Vous m'avez convaincue. Inscription. Allez. Merci. Beaucoup, David, d'être venu nous présenter Smile. La solidarité, hein, vous le savez, c'est l'ADN de votre nouvelle émission Ensemble, c'est mieux. C'est aussi le leitmotiv de Kengo, la plateforme de financement participatif 100% bretonne. Et chaque mardi, vous le savez, nous recevrons deux porteurs de projets en recherche de fonds. Et bien aujourd'hui, c'est Justine Morvan et Perrine Bleunven. C'est vous qui ouvrez le bal dans cette nouvelle émission. Vous êtes les auteurs et les réalisatrices de, alors je vais peut-être pas bien le prononcer, Chfiagano, une web série. Allez-y. Chfiagano. C'est bon? C'est ça. Donc c'est une web série en breton. Ça veut dire quoi exactement? Le titre ou la série? Le titre, c'est Vous allez chanter. Vous allez chanter. C'est parti de l'idée d'une comédie musicale à la base. D'accord. Alors le chant, c'est le rêve de votre héroïne, Lily. Vous nous la présentez un peu rapidement? Lily, c'est une adolescente qui se cherche, qui a un peu mal dans sa peau et qui tente de trouver sa place dans son lycée, dans son groupe d'amis, dans ses histoires amoureuses. Et c'est là-dessus qu'on a basé notre histoire, en fait. D'accord. Alors la série, elle reprend les codes de la comédie pour adolescents à l'américaine. Un peu, on a tous souvenir. Est-ce qu'il y a des rires enregistrés aussi? Non, parce que c'est pas un sitcom. En fait, on a voulu prendre certains codes qui nous plaisaient et puis on a laissé ceux qu'on trouvait un peu malsains ou qui correspondaient pas à nos habitudes culturelles. Quoi. Vous avez gardé lesquels? L'histoire de y a les populaires qui sont un peu méchants, mais en fait c'est parce qu'ils sont mal dans leur peau. Et puis les personnages sont assez caricaturaux. Ouais, c'est assez caricatural. Et ça, volontairement. Ouais. Mais on se rend compte, parce que c'est la deuxième saison, qu'il y a un peu de profondeur en fait. S'ils sont méchants, c'est que sans doute qu'à la maison il y a des problèmes et tout ça. On rentre un peu plus dans la psychologie dans cette deuxième saison. On a essayé de nuancer un petit peu plus. D'accord. Eh bien écoutez, vous savez quoi? Plutôt que d'en parler, on va tout de suite regarder en exclusivité un extrait de la bande-annonce de la saison 2, en breton bien sûr. Lily Arverne doit honorer. Mais ne skip place évident nol. Skip place vid Merit Valdon. Alia randit tenada anno manut kegues kasser maketana ben finerziz unvis. Erusam en ez stud evit souten anei. On a bien vu qui était la méchante. Non, lui, c'est pas l'amoureux. En fait, c'est son meilleur ami, mais lui, c'est l'amoureux. D'accord, il faut qu'on se rattrape là. Il faut qu'on suive. Alors, il va falloir qu'on regarde la première saison qui a été produite et qui était sortie en 2016. Vous venez de finaliser donc cette deuxième saison. Alors, on va rassurer celles et ceux qui connaissaient Lily déjà sur la chaîne YouTube de la série. Elle n'a pas tant changé finalement. Elle n'a pas changé, elle a quand même évolué, je dirais. On a essayé de la faire avancer, on a essayé de lui donner un peu moins mauvais caractère qu'elle avait dans la première saison. Qu'elle était un peu trop boudeuse et qu'elle ne souriait jamais. Mais en même temps, on trouve que c'est un peu une bonne représentation de certains ados qui en ont marre de tout, en fait. Ouais. Puis elle est bretonne, on a un caractère bien trempé, il faut quand même le dire. Alors, votre série, c'est une centaine de bénévoles. Hein. Pourtant, la série, elle a quand même un coût, forcément. Vous faites donc appel au financement participatif sur la plateforme Kengo. Vous vous étiez fixé 5 000 €, c'est ça? Est-ce que le montant a été atteint? Ou est-ce que vous faites... le montant. On a atteint le montant. Vous l'avez atteint. Et du coup, on s'est dit, si on atteint les 7 500 €, on va pouvoir les réinjecter dans l'organisation d'une première tapis rouge avec grand gala et donc en grande pompe. Ah, donc ce sera le cas. C'est ce qu'on est en train d'organiser là. Il reste, voilà, et donc il nous reste à vous souhaiter bonne chance pour cette jolie série. La série, elle a été nominée au prix pour l'avenir de la langue bretonne. Elle a été sélectionnée dans les projets financés par la Redadec 2018. Oui. Vous y attendiez à ça? On avait fait une demande auprès de la Redadec pour avoir effectivement un soutien. Et on a eu un grand soutien puisqu'on a eu 10 000 € de leur part.
ce qui paraît être une somme très importante. Ouais, pour notre budget, en fait, pour une série, c'est très peu. Mais pour une web série autofinancée, autoproduite, 10 000 euros, c'est un apport. C'est un beau budget. 50% du du budget. Ouais, c'est pas mal. Donc la saison, elle est sortie, elle va sortir donc la saison 2 le 20 janvier prochain. Il y a combien d'épisodes dans cette nouvelle saison? Il y en a 5. 5 épisodes. 5 épisodes de 10 minutes. D'accord. Qui seront diffusés sur YouTube et sur TBO. C'est bien ça. Bah écoutez, merci beaucoup. J'en connais une qui va se passionner pour cette nouvelle série, parce qu'elle adore ça, forcément, Catherine. Lily est boudeuse. Peut-être n'a-t-elle pas téléchargé son application Smile. Participer au Kengo, de sorte à ce qu'il puisse y avoir une soirée gala et que moi, maintenant, en tant qu'ambassadrice, je puisse être invitée. Oui, car les tapis rouges, c'est pas mal. Ça vous va, je suis embauchée? Peut travailler encore. Ah mince, bon, bah, tant pis, c'est pas grave. J'y crois encore. Et c'est sous-titré aussi en français, évidemment. Alors voilà, on l'a pas mentionné, important, mais ouais. c'est pas que pour les Bretonnants. Hein. Le but, c'est d'ouvrir à tout le monde et c'est pas que pour les militants du breton. Vous vous sentez comme un peu ambassadrice de la langue bretonne à travers cette web série ou c'est pas trop l'enjeu? Ambassadrice, je pense pas. C'est-à-dire que pour nous, c'est assez naturel vu qu'on parle en breton entre nous. C'est pas franchement militant ou quoi que ce soit. En revanche, je pense que c'est très important pour les gens de notre âge et plus jeunes qui puissent avoir des médias en breton qui leur correspondent. Et c'est pour ça que cette levée de fonds, ça va nous permettre aussi de créer plein de projets en breton pour un public qui nous ressemble, quoi. Il y aura une saison 3 ? Non, on ne pense pas. Mais par contre, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On a plein d'autres projets. On a envie de continuer à faire des choses en breton. On a envie de proposer encore pas mal d'outils en breton sur ce qui nous plaît et ce qui n'existe pas encore au niveau de la langue bretonne. Et voilà, c'est plutôt ça le projet en fait. Que ce soit musical ou on a envie de faire aussi une mallette pédagogique autour de cette série pour que les enseignants, on a des amis enseignants en fait qui disent j'aimerais bien exploiter cette série mais j'aimerais bien avoir du matériel. Du coup, on aimerait bien créer toute une palette d'outils autour du DVD, avec des questionnaires et tout pour les élèves qui apprennent le breton, pour un document authentique et marrant en fait quoi. Écoutez, vous êtes pleine d'idées. Restez, ne changez rien, restez comme ça. Merci beaucoup à toutes les deux, Perrine et Justine. Merci. Allez, je vous propose maintenant qu'on prenne un petit bol d'air avec une balade en forêt. 93% des forêts bretonnes sont détenues par des propriétaires privés. Et gérer une forêt, eh bien ça s'apprend. C'est pas si simple que ça. C'est un magazine signé Catherine Carlier et Jean-Michel Piron. Gilles Le Goff est propriétaire forestier. Il aime se retrouver chez lui, un domaine du côté de Paimpont. Il l'a acheté il y a quelques années, parcelle après parcelle, pour arriver à 12 hectares de bois. Un achat qui a été un déclic dans sa vie. Je suis plombier chauffagiste et ça fait une vingtaine d'années, j'entendais mes clients me parler de des marques de chaudières à installer. Et au fur et à mesure du temps, ils ont commencé à me parler de quelle énergie était la plus adaptée d'un point de vue économique. Et puis, je me suis aperçu à ce moment-là que la problématique n'était pas dans la transformation, mais dans la ressource. Il est devenu un passionné de la forêt. Ce sas de décompression lui apporte un équilibre. La vie familiale a été valorisée. Cette forêt-là fédère à un moment donné où tout le monde est occupé par sa télé, son smartphone, par ses activités professionnelles, ses mails. Il y a un moment donné, on sort de tout ça et on se retrouve ensemble, à œuvrer ensemble pour plus fort que nous, puisque c'est pour les générations d'après. Ici, pas de clôture, mais des garde-fous. À partir de 25 hectares, la gestion est sous contrôle. Après les coupes, il faut prévoir de nouvelles plantations pour que la forêt se régénère. On voit qu'il y a vraiment des beaux arbres qui sont en train de se former. Donc il faut attendre pour intervenir, hein, c'est trop tôt. Donc l'intervention interviendra d'ici 4 ou 5 ans, quand le peuplement fera à peu près 10 mètres de haut. D'accord. Et sur l'ensemble, donc il restera à peu près 500 à 600 tiges par hectare. D'accord, d'ici 5 ans quoi. D'ici 5 ans, oui. Gérer une forêt, ça s'apprend, et il y a des cours pour cela. Ils sont 28 à s'être inscrits à ce stage de gestion forestière, et ils viennent de tout le Grand Ouest. Vous avez un déséquilibre au niveau forêt publique et forêt privée. Par exemple, Lorraine, Bourgogne. Alors, qui sont ces propriétaires privés qui possèdent 93% de la surface forestière en Bretagne?
Nombreux ont récupéré une petite parcelle en héritage et s'en désintéressent. D'autres, au contraire, veulent s'investir, investir ou encore transmettre. Les profils sont multiples. Je suis jeune retraité moi aussi, et donc les 25 hectares ont été laissés un peu, non pas à l'abandon, mais poussés tout seuls. Nous, on vient d'acquérir une petite ferme à Plouarzel dans le Finistère. Nous sommes propriétaires depuis 1 an de 70 hectares à Maure de Bretagne. Nous avons créé un groupement forestier et j'en suis la gérante et je ne connais rien à la forêt. Pour nous, c'est une petite surface, mais qui est hyper importante pour notre projet d'écolieu. On a découvert il n'y a pas longtemps qu'on avait des obligations comptables et administratives et fiscales à remplir. Et là, on a du retard à rattraper. Donc voilà, je voudrais reprendre un peu plus disponible maintenant. Je voudrais reprendre contact un peu avec pour valoriser ce patrimoine. Ces propriétaires forestiers ne vont pas chômer pendant ces 9 séances d'une journée par mois. Et là, vous êtes sur la feuille du tilleul. Non, mais là, c'est ouais, lettre. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là. Au final, pas de diplôme, mais chaque propriétaire aura les connaissances suffisantes pour gérer sa forêt. Au départ, il va assigner des objectifs à sa forêt. Les objectifs peuvent être multiples et très souvent le sont, c'est-à-dire une partie de production de bois, mais il peut aussi gérer sa forêt en fonction de la chasse, ou alors en fonction, si c'est quelqu'un qui est très axé sur un naturaliste, quelqu'un qui est très intéressé par la biodiversité, faire certaines interventions qui seront au profit de la biodiversité. Quels que soient les objectifs qu'il assigne à sa forêt, il va falloir que la sylviculture, la gestion qu'il développe, soit durable dans le sens où la pérennité de la forêt doit être assurée. Près de Morlaix, à Plonéour-Ménez, ce propriétaire forestier veille sur ses 340 hectares. Une partie provient du patrimoine familial, 200 autres hectares achetés à des voisins au fil des années. C'est un investissement affectif et un pari économique. C'est un pari qui demande beaucoup d'enthousiasme, parce que finalement c'est un pari à 40 ans. Donc espérons qu'il n'y ait pas de problème sanitaire, qu'il n'y ait pas de tempête. Mais c'est un pari gagnant sur le plan du cœur, de l'environnement, c'est de l'optimisme. En bord de route, du bois prêt à être vendu dans le Grand Ouest. Alors qu'est-ce qui rapporte le plus? Bois de chauffage ou grumes? Grumes. Si ce n'est qu'il faut, mais c'est normal, ça c'est je dirais la négociation habituelle, c'est que l'acheteur, un peu comme dans le monde agricole, prend le forestier et essaye de faire baisser les prix au maximum. Alors que nous avons un prix de revient au niveau de la production et nous avons des récoltes qui nous demandent des décennies avant d'être réalisées. Et nous avons besoin en plus d'une trésorerie pour pouvoir reconstituer la forêt, pérenniser la ressource, y compris pour la transformation dans les années à venir. Son dernier achat, cette parcelle de 7 hectares, il vient de replanter des épicéas de Sitka. Ah, chevreuil. Vous voyez, il bouffe la tête, il bouffe l'écorce. La rentabilité d'une telle opération, elle est à long terme, dans 40 ans. Mais la forêt a le temps, le propriétaire forestier doit le prendre. La biodiversité est à ce prix-là. Vous avez ceci qui est amené à devenir une forêt de production, donc 7 hectares qui viennent d'être replantés et qui intéressent évidemment le marché de l'emballage, de la palette, les charpentes, etc. Et puis, juste derrière, il y a 11 hectares que nous avons gardés dans le cadre de cette réflexion de biodiversité, qui ne sont pas replantés et qu'on laisse dans son état naturel. Selon un sondage, 53% des propriétaires privés se disent très attachés à leurs parcelles boisées, qui représentent un patrimoine vivant. Gaël Cloarec et Fabrice Picard, fondateurs du magazine D'ici, nous ont rejoints. On l'évoquera avec eux tout à l'heure. Pour l'instant, David Rouxel, vous vouliez réagir à ce reportage sur la forêt. Très beau reportage d'ailleurs. Alors, la forêt est aussi un sujet propice à l'échange. En expérience personnelle, par exemple, j'ai organisé avant l'hiver un achat groupé de pelés bois, de granulés bois. Donc ça a bien fonctionné, on était une dizaine. On a aussi les balades en forêt. Les faire seuls, c'est souvent pas super. On ne connaît pas les forêts, en plus, vraiment les plus intéressantes
dans le coin, eh bien, on poste sur Smile, et puis on a des gens qui connaissent mieux la forêt que vous qui viennent vous proposer. Et avec l'équipe, il y a quelques semaines, on a fait une cueillette de champignons. Pareil, personne n'est expert, encore moins moi. Je n'arrive à trouver aucun bolet ou aucun cep. À chaque fois, c'est des champignons un peu bizarres. Eh bien, on a fait appel via Smile à un expert qui est venu avec nous faire la cueillette des champignons. Voilà quelques exemples. C'est très sympa. Ça peut donner des idées à nos téléspectateurs. Catherine, vous vous êtes inscrite sur Smile. Du coup, vous allez lancer un petit appel, vous? Je me suis inscrite. Je vais voir. Écoutez, si les voisins sont sympas. Mais a priori, on peut tout faire en fait sur Smile. Alors, on peut tout faire. Alors, c'est pas un club de rencontre. Non. Même si le lien peut se créer. Oui, c'est ça. Mais non, c'est intéressant. Mais par exemple, je pense à ça, faire des balades avec des petits chiens, des petits chats, garder les C'est son enfants. obsession, vous l'aurez compris. Les chiens, les chats, elle adore. Non, mais le pet sitting, effectivement, il y en a beaucoup. Alors, il y a du baby sitting aussi, mais le pet sitting est à la mode en ce moment. Quand on a des animaux, c'est pas si évident. Bon, super. On peut se prêter des revues aussi. On peut aussi se prêter des revues et on peut se prêter surtout le magazine d'ici. Bonjour Gaëlle Clorarec et Fabrice Picard. Vous étiez venus en octobre dernier dans l'émission 9h50 le matin nous voir par rapport au financement participatif que vous aviez lancé sur la plateforme Kengo pour lancer votre magazine. Sans cet appel aux dons, est-ce qu'il aurait pu voir le jour, ce magazine ? On va le montrer d'ailleurs. Ça aurait été très difficile de le financer nous-mêmes puisqu'en fait, on est juste 2 photographes qui avons imaginé ce magazine, donc que je rappelle qui est la Bretagne contemporaine vue par les photographes. Donc c'est surtout un magazine d'images réalisé par des photographes qui ont quelque chose à dire, donc qui ont un propos, et qui étale sur 10, 20 pages un sujet, et qui est ensuite alimenté par des rédacteurs qui viennent le compléter avec des mots choisis. Donc sans évidemment cette plateforme, on n'aurait jamais réussi à sortir le numéro 1. Et ça nous a permis de le sortir, de le diffuser donc, dans toutes les librairies dignes de ce nom en Bretagne et de permettre après, sur cette lancée, de créer le numéro 2 qui est sorti récemment. Qui est sorti récemment. Alors, il s'agissait d'un appel aux dons sous forme de prévente. À quoi ont servi les dons très concrètement ? Tout simplement à la fabrication physique du magazine. Donc l'impression, surtout, c'était surtout ça le gros poste du budget, puisque pour l'instant on est toujours nous bénévoles, et puis les photographes et rédacteurs du premier numéro sont restés bénévoles, puisqu'en fait il faut qu'il y ait plus de ventes pour réussir à payer tout le monde, mais le problème c'est qu'il faut aussi le faire connaître pour qu'il y ait plus de ventes, donc c'est un peu un système qui prendra du temps. Et il faut qu'on développe des mécénats, qu'on développe des partenariats avec la région, entre autres, pour que ça avance. Et on rappelle le propos de votre revue semestrielle. Il s'agit de casser les clichés sur la Bretagne, donc pas de sujet carte postale au sens propre du terme. Est-ce que la ligne éditoriale est toujours la même ? Oui, complètement. Nous, l'idée, effectivement, il y a déjà des magazines qui traitent de la mer, des beaux paysages, etc. Nous, ce on veut vraiment, c'est parler des gens, et ça rejoint l'espace de proximité, c'est de parler de notre prochain, de notre voisin, qui fait souvent des choses ordinaires, mais qui sont extraordinaires. Donc du coup, c'est une ambition régionale où on va essayer de montrer des histoires incroyables. Des belles histoires. Alors, est-ce que vous avez créé de nouvelles rubriques depuis qu'on vous avait reçu ? Oui, alors pour enrichir la première version, qui était un peu une version idéaliste, aux sujets principaux, donc qui se développent sur des portfolios de 10-20 pages par photographe, on a ajouté deux portraits, et normalement 2 rubriques sur l'économie en Bretagne, donc c'est des entreprises. Alors on essaie d'équilibrer avec une petite entreprise et une grande entreprise. Bon, sur le numéro 2, on n'a fait que la grande entreprise, qui est Armor Luxe, donc qui est une entreprise emblématique de Bretagne. Mais par contre, tout le monde connaît la marinière, mais personne ne sait comment c'est fabriqué. C'est vrai, ça. Donc en fait, là, on a développé en image, finalement. Bon, il y a un portrait de Pierre-Yves, comment il s'appelle déjà donc le patron, Le Floch, voilà. Et puis après, il y a le processus de fabrication avec des machines qui sont extraordinaires. Et puis, voilà, tous les petits problématiques de poussière, donc ils sont inconnus du grand public. En fait, on achète une marinière, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et là, on a pu avoir l'accès aux usines qui sont basées sur Quimper. Et en fait, on a visuellement tout comment ça se passe, quoi. Et ça, je pense que c'est très important pour les gens de voir comment les choses se font. Les choses n'arrivent pas comme ça du ciel, il faut montrer leur fabrication. Comment se porte... On a voulu aussi compléter avec des
start-up. Alors là, on a eu une défection d'une start-up au dernier moment, donc on n'a pas pu le faire sur le numéro 2. Mais c'est aussi l'objectif, ouvrir aussi aux petits qui ont envie de se faire connaître et qui ont envie de développer. Aux petits qui deviennent parfois vite grands, un peu à l'image de Smile. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas d'espace aujourd'hui de promotion, donc c'est vrai que le magazine permet aussi pour eux d'exister. Comment se porte aujourd'hui votre magazine? Dites-nous tout. Comme un enfant qui apprend à marcher. C'est-à-dire que il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Je pense que c'est comme toute entreprise. Il y a des moments où on se démoralise et puis il y a des moments où il y a des événements qui arrivent et qui nous font avancer un peu plus loin. Tout simplement. Donc, il y a des projets. Là, vous avez un projet de magazine spécial Côte d'Armor? Oui, le prochain, je pense qu'on va circonscrire aux Côtes d'Armor. Alors c'est un petit peu aussi parce qu'on est rentré sous une forme de mécénat avec une entreprise. Donc on va peut-être juste circonscrire aux Côtes d'Armor en sachant qu'il y aura toujours le magazine régional. Simplement pour un peu aussi tester, faire une expérience plus courte par rapport au territoire. Et après, il y aura aussi le magazine prochain qui sera sur la région. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous donner des nouvelles de votre bébé qui grandit plutôt bien, qui apprend donc à marcher. Catherine, on est déjà à la fin de cette émission. Oui, Gano, vous allez chanter comme un enfant aux yeux de lumière. Voilà, c'est ce que ça m'a évoqué, c'est ridicule. Mais merci pour vous, parce qu'en fait, c'est un peu le même métier qui se rencontre. Vous faites des portraits, des paysages, vous décrivez l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est un peu ce qu'on a vu avec des beaux portraits de Patrice, des beaux projets, des paysages de forêt, voilà. Donc en fait, c'est ça. Merci à vous pour notamment ce magnifique portrait là qu'on voit en couverture. Donc voilà, il est superbe cet homme. Donc voilà, en fait, c'est un peu un écho entre ce qu'on a vécu avant dans cette émission et ce que vous faites. Merci. Ça m'a permis de chanter en plus. Merci beaucoup David Rouxel également de nous avoir apporté du smile sur ce plateau. Eh bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission. En vue d'un prochain numéro, nous attendons justement vos témoignages sur le thème des huiles essentielles. Comment les utilisez-vous? Quelle mise en garde? Quels effets bénéfiques? Contactez-nous pour nous raconter. C'est très simple. Vous allez sur la page Facebook Ensemble c'est mieux, ou alors vous nous écrivez un petit mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran, ou bien encore, dernière solution, un petit coup de fil au 0805 383 383. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain, mercredi, sur le thème principal du carburant. Soyez au rendez-vous à 10h50. Nous évoquerons les alternatives au carburant classique et on répondra à toutes vos questions. On vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Tout de suite, place à votre journal régional. À bientôt. Au revoir. Belle journée. Kenavo.